Défendre un criminel, c'est approuver son crime. Pas du tout. C'est expliquer son crime. Les juges interrogent Duke en lui disant « Quand êtes-vous devenu un criminel contre lui-même » Notre définition du viol n'englobe pas toutes les situations que j'ai à connaître. Adolescent qui veut devenir un orateur, je répète jusqu'à la lassitude, lisez, lisez, lisez. Parlez, parlez tout le temps. Fréquentez le génie des autres, l'imitatio maiorum. Fréquentez le génie des autres. Bonjour maître Temim. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. On est ici dans vos bureaux de la rue de Rivoli. Vous êtes un des avocats les plus réputés en pénal des affaires. Et je voudrais un peu commencer par évoquer votre parcours. D'où vient votre vocation ? C'est un peu confus, mais elle est venue très tôt, vers 12-13 ans. Probablement, on explique après coup, d'une très grande sensibilité à l'injustice, d'une envie de défendre les gens. J'ai toujours aimé défendre mes petits copains, pas supporter les effets de meute, les accusations, les dénonciations. Probablement envie aussi de m'exprimer publiquement, de choisir un métier où on s'exprime publiquement. Voilà, je pense que ça m'est venu de là. Après, ça s'est développé évidemment avec un intérêt pour tous les procès en cours, pour les débats de société auxquels je commençais à m'intéresser, et notamment, et je dirais essentiellement, le combat pour l'abolition de la peine de mort. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Qu'est-ce qui vous anime ? Ce qui m'anime, c'est de défendre quelqu'un qui est accusé. C'est de défendre une personne, un homme, une femme qui est accusé. Et c'est l'aspect humain, d'abord, qui m'anime. Et puis c'est comme, ça paraît un peu ridicule de dire ça, mais c'est comme une seconde peau. J'ai toujours été, depuis que je suis petit, j'ai toujours été dans la peau d'un avocat. Je défends, j'aime pas, je déteste accuser, encore plus juger, j'aime défendre. Voilà. Si vous parlez même de drogue, parfois quand vous évoquez votre métier... Ça c'est sûr, c'est malheureux parce que oui, il y a un côté addictif. Je n'ai jamais réussi à m'en défaire, non pas que j'en ai eu envie, mais enfin j'ai eu des propositions très, très intéressantes sur un plan, je dirais, objectif, pour pas dire matériel, c'était pas que ça. Non, c'est une drogue. Oui, c'est tout à fait addictif. On disait d'Émile Pollack, qui était mon idole, c'est Paul Lombard qui l'a écrit, qu'il y avait chez lui une forme de priapisme judiciaire. Il ne pouvait pas s'empêcher de plaider. Je comprends ça. Et à vos débuts, quelles étaient vos idoles absolues Mon idole absolue, c'était Émile Pollack, justement. C'était mon idole absolue, bien que je ne l'ai jamais entendu plaider. Et puis, j'avais pas d'autres idoles, mais j'ai eu beaucoup de modèles. Beaucoup d'avocats que j'ai admirés, que je continue d'admirer. Je n'ai pas eu de patron, donc je passais ma vie quand je ne travaillais pas, ce qui était quand même fréquent, parce que je me suis installé tout de suite, je n'avais pas tout de suite une activité suffisante pour travailler à plein temps, si on veut. J'ai suivi énormément de procès, c'est comme ça que j'ai appris mon métier, en suivant des procès, en me glissant pendant les délibérés de cour d'assises dans les cafés où les avocats attendaient le verdict, en écoutant des phrases, en m'inspirant de ce que je voyais, de ce que j'entendais. J'étais passionné et donc j'ai adoré Jean-Louis Pelletier, Henri Leclerc, Thierry Lévy, Philippe Lemaire, Georges Kiechman et bien sûr aussi Robert Badinter, avec qui je n'ai jamais eu de lien personnel, mais que j'ai entendu plaider, y compris contre la peine de mort, et qui m'a énormément impressionné, beaucoup impressionné. À 25 ans, ce qui était impressionnant, c'était que vous aviez déjà plaidé plus de 50 fois. Il y a une affaire, je crois, qui vous a marqué à vos débuts, c'était un innocent qui voulait être coupable. Oui, alors à 25 ans, je ne peux pas m'en vanter, mais à 25 ans, j'avais plaidé beaucoup plus que 50 fois, puisque je plaidais à partir de 21 ans, pas tout de suite, mais très vite, plusieurs fois par jour. Donc j'avais plaidé près de 50 fois aux assises.
Merci. Donc non, j'avais plaidé énormément à 25 ans. Je me rendais pas compte que c'était pas tout à fait habituel ou un peu... ou que c'était quand même pas mal. J'avais pas conscience du tout que j'étais un gamin absolu, mais bon. Oui, j'ai eu une affaire tout à fait exceptionnelle. À ce jour, d'ailleurs, je ne connais pas de cas similaires, ni que j'ai eu moi à plaider, ni que mes confrères ou amis aient eu à défendre, d'un jeune homme qui s'accusait d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, pour essayer de faire en sorte que sa mère, qui était accusée en même temps que lui, échappe à la prison. Et c'est une affaire extraordinaire parce que j'étais convaincu de son innocence. Je pense que j'avais raison, je n'ai aucun doute d'ailleurs là-dessus. Et j'ai réussi à le faire acquitter tout en faisant acquitter sa mère, pour laquelle son avocate plaidait coupable, en disant que sa mère avait agi seule, mais qu'on devait l'acquitter parce qu'il y avait un doute sur son état de démence au moment de l'action, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, sur sa responsabilité pénale. Parce qu'il y avait des expertises contradictoires et que ce serait très long à raconter. Par un concours de circonstances incroyables, c'est sa mère que j'avais rencontrée d'abord avec mon cousin, aujourd'hui disparu, qui avait été commis d'office pour la défendre et qui m'avait appelé à ses côtés. Puis j'étais tout à fait par hasard, par une erreur de plume, devenu l'avocat, bien malgré lui, de ce jeune homme qui s'accusait à tort. Dans votre livre, il y a une phrase qui m'a surpris. Au début, vous dites un homme doit avoir accompli l'essentiel de sa vie à 30 ans. Vous le pensez toujours ? Non, je le pense pas, mais j'ai dit que pour moi, un homme devait avoir accompli sa vie à 30 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu mon père alors qu'il était jeune, il n'avait pas 30 ans, mais un peu plus, en tout cas moins de 40, et que, comme tout enfant qui a perdu un de ses parents jeune, je ne m'imaginais pas atteindre l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc j'avais envie de brûler les étapes, oui, je croquais dans la vie et dans la pomme à pleines dents. Je continuais d'ailleurs, mais voilà, vous savez, quand vous avez un sentiment, pas du tout certain, mais un sentiment probable que les choses vont s'arrêter assez vite, ça vous donne une forme d'exaltation, d'absence d'angoisse absolue. J'étais très heureux de faire ce que je faisais et très désireux d'aller vite, oui, c'est vrai, oui. Et il y a aussi un épisode que vous racontez dans votre livre où vous avez eu un cas de conscience. Il y a un de vos clients qui vous confie vouloir assassiner une célébrité. Pouvez-vous nous raconter cette histoire assez surprenante ? C'est une histoire même complètement folle parce que j'avais défendu quand j'étais à Versailles, donc je suis resté à Versailles 4 ans. Donc de 21 en gros à 25 ans, j'avais défendu commis d'office un type qui était une belle gueule, comme disent les gens du milieu. Je ne sais pas pourquoi il a demandé un avocat d'office, une sorte de receleur, plus ou moins habituel, et que j'avais sans doute bien défendu, qui avait dû me trouver plein d'enthousiasme et sympathique. Et un beau jour, il vient me voir alors que j'étais avocat à Paris, je venais de m'installer, et puis il me dit, voilà maître, je voulais avoir votre avis parce que je dois aller signer un contrat. Je ne sais pas s'il a dit signer, il y a un contrat. Il me dit, oui, vous avez compris, maître, il y a un contrat. Vous n'allez pas me dire que vous me demandez mon avis pour savoir si vous devez tuer quelqu'un. Il me dit, maître, j'ai un rendez-vous après, si on doit me payer pour que j'exécute un contrat. Je dis, monsieur, mais vous êtes complètement fou, pourquoi vous venez me voir? Vous croyez que je vais vous dire d'aller tuer quelqu'un? Bien sûr, vous n'allez pas le faire, et puis partez, j'ai rien entendu, enfin c'est un truc. Et là, au lieu de partir tout de suite, il me dit, oui, mais je voulais vous dire, c'est... Et il me donne le nom de la personne. Il était à peu près 7h30, 8h du soir, je suis complètement décontenancé. J'appelle Henri Leclerc, qui a toujours été, je dis dans mon livre en souriant, mon numéro vert. J'ai eu la chance de connaître Henri très jeune, c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours eu, au-delà de l'admiration professionnelle, une espèce de considération énorme et une confiance absolue en son intégrité, en sa sensibilité et culture du métier. Et il me dit, je lui explique l'histoire, il me dit, arrête, tu
plaisante, c'est pas, t'es sûr, t'as bien compris. Je lui dis, c'est passé exactement comme ça, Henri. Et là, il est un peu sur le cul, pardonnez-moi, et il me dit, écoute, tu peux rien dire, tu peux rien faire. Je lui dis, mais comment je peux rien dire, je peux rien faire, moi Il me dit, non, la seule chose que tu peux faire, on verra ce qu'il lui-même en fera, écris tout ce qui s'est passé et dépose ce soir le courrier au bâtonnier. Il y avait à l'époque une boîte aux lettres, c'est ce que je fais. Je dors pas, parce que vous pensez bien, et Dieu sait que c'est un sujet qui m'a donc intéressé depuis très longtemps, avant même cet épisode, parce que dans l'affaire que je vous ai racontée tout à l'heure, il y avait une question liée au secret professionnel qui était centrale. Le secret professionnel qui n'était pas le secret professionnel de l'avocat. Mais donc vous comprenez bien que le respect du secret professionnel, ça m'aurait fait une belle jambe si cette personne avait été assassinée. J'aurais probablement été ravi d'avoir respecté mon secret professionnel. Enfin bref, c'était une horreur. Et j'étais donc tiraillé, je dors pas. Le lendemain matin, je vais à la santé. Les prisons ouvraient à 8h, je suis là à 8h. Et puis j'attends que mes détenus arrivent, c'est comme ça, et aillent dans une cellule d'attente avant que je les reçoive. Et par hasard, j'ai un copain qui arrive quelques minutes après moi et qui me voit et qui me dit « T'as pas l'air bien ». Ben, je lui dis « Non, ça va, je vais rien dire évidemment ». Et puis au bout de 30 secondes, il me dit « Attends, t'es pas dans ton assiette, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis « Écoute, non, c'est une histoire, c'est une connerie. C'est simplement, je suis perturbé parce que je lui raconte la scène. Et il me dit, il lève les yeux au ciel, il me dit, enfin écoute Hervé, comment veux-tu qu'un truc, c'est un mytho complet. Et il me dit, à moins qu'il t'ait parlé de, et il me cite le nom de la personne que le type m'avait dit devoir tuer. J'ai plus dormi. Je ne l'ai pas, le bâtonnier m'a dit que je devais garder cette information pour moi, qui en plus, on n'était pas au stade de la tentative de meurtre. Mais bon, j'ai suivi les pas de cette personne qui était effectivement publique, pas très connue, mais connue. Et voilà. Et grâce au ciel, elle n'a jamais été, elle n'a jamais fait l'objet d'une tentative de meurtre. Mais c'est une histoire de fou. Ouais, effectivement. Dans les années 80, vous commenciez certaines de vos plaidoiries par « Rassurez-vous, je ne suis pas pénaliste ». Non. Ah, j'avais lu ça quelque part. Non. Dans les années 80, l'image des pénalistes s'était tellement ternie que j'ai entendu un jour, dans une affaire de trafic de stupéfiants, un avocat commencer sa plaidoirie en plaidant devant le tribunal « Rassurez-vous, je ne suis pas pénaliste ». Moi, jamais. Et j'ai trouvé ça sidérant. Exactement comme si, c'est ce que je dis, vous deviez faire l'objet d'une opération chirurgicale et qu'avant d'arriver au bloc, le type en blouse blanche vous dit « Rassurez-vous, je ne suis pas chirurgien ». C'était ça. C'est-à-dire que le mot de pénaliste était devenu à ce point péjoratif, alors que les pénalistes représentaient l'histoire la plus prestigieuse du barreau, une forme d'élite incontestable, qu'on s'en cachait. Et d'ailleurs, à la même époque, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé, et j'ai pris l'initiative de créer, mais évidemment pas seul, l'association des avocats pénalistes en France, qui n'a existé qu'en 90 ou 91, je ne me rappelle plus exactement de la date de la création, mais c'est moi qui l'ai créé avec mes confrères et amis. J'en ai été le premier président fondateur. Et quand j'ai créé l'association des avocats pénalistes, donc j'avais une trentaine d'années, je n'étais pas très connu, mais connu du barreau, bien sûr. Un jour, dans la salle des pas perdus, un avocat vient vers moi et me dit « Vous êtes Hervé Temim ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Je voulais vous féliciter ». Alors moi, je le chante, je dis « Mais me féliciter, j'ai fait tellement de trucs formidables, pourquoi ?» Je ne voyais pas pourquoi, il n'avait rien fait. Il n'avait aucune raison de me féliciter. Il dit « Non, je voulais vous féliciter parce que vous avez créé l'association d'avocats pénalistes. C'est très courageux, ça vous restera comme une étoile jaune. » L'avocat m'a dit ça. Les gens... Écoutez, il y a eu une inversion de tendance qui est phénoménale. À la fin des années 80, les gens qui faisaient du pénal avaient tendance à s'en défendre, à le cacher. Je prends un exemple, Jean-Yves Le Borgne, qui est un des plus grands pénalistes de sa génération, de notre génération, a fait une campagne au bâtonnat, pas celle où il a été élu vice-bâtonnier, une campagne au bâtonnat dans ces années-là,
il a essayé, contre mes conseils, de gommer toutes ces aspérités de pénaliste parce qu'il pensait, et je peux le comprendre, que c'était absolument pas vendeur, ça lui enlèverait des voix. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Borne ferait la même campagne, en tant que pénaliste, il serait, non seulement, c'est cette dominante qui compterait pour gagner des voix, mais il serait élu triomphalement. À l'époque, il n'y avait pas de pénalistes ou de faux pénalistes au Conseil de l'Ordre, etc., etc. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais à Paris, je peux vous garantir qu'il m'arrive très souvent de dîner avec des amis qui me disent « Ah, au fait, tu sais, j'ai rencontré hier, il y a la semaine dernière, etc., un de tes confrères, XYZ, il fait du pédale. Je ne connais même pas son nom. » Voilà. C'est-à-dire que c'est devenu le plus grand chic, la plus grande mode, alors qu'à un moment, nous étions quasiment des parias, mais c'était le même métier, c'était les mêmes avocats, et c'était exactement la même considération que nous méritions. D'ailleurs, pas aussi grande que celle qu'on a aujourd'hui, mais certainement pas le dédain, voire le mépris dans lequel certains d'entre nous, et pratiquement tous, étions portés. Et c'était quoi le point de bascule où tout a changé ? Le point de bascule a été progressif. Le point de bascule a été le début des affaires financières, le début de ce qu'on appelle la défense des puissants. C'est Pascale Roberdiard qui, depuis, est devenue une célébrissime chroniqueuse judiciaire en France et surtout excellentissime. Elle a consacré un article dans le supplément du Monde qui s'appelait « De la pègre aux puissants », avec le portrait de 7 avocats dont j'étais avec mes amis, Thierry Herzog, Pierre Haïk par exemple, mais pas seulement, nous étions 7. Et il y a eu une forme de mise en valeur progressive des pénalistes quand ils ont commencé à défendre des personnes impliquées dans les affaires politico-financières. Pour plusieurs raisons, 2 raisons principales, je dirais. La première raison, c'est que, avec les affaires politico-financières, les juges ont commencé à connaître des avocats qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient les avocats d'affaires ou les avocats, les anciens bâtonniers, qui étaient des avocats qu'on choisissait plus pour leur profil que pour leurs compétences. Et je dirais que par comparaison, on a commencé à apprécier les pénalistes. Parce que les pénalistes, d'abord, connaissaient leur métier, ce métier, de défendre des gens, d'affaires pénales. Et puis en plus, les pénalistes sont infiniment plus honnêtes qu'on ne l'imagine et avaient une déontologie on ne peut plus bien plus rigoureuse que celle des avocats qui portaient souvent décoration et une espèce d'emphase en pensant à leur propre mérite que nous, qui étions de jeunes avocats, souvent peu considérés à tort sur ce terrain-là. On peut avoir des défauts par ailleurs. Et donc, ça c'est la première cause. La deuxième cause, c'est que les affaires financières ont provoqué un triple mouvement sur le plan médiatique. Premier mouvement, on s'intéresse aux clients, si j'ose dire. Les personnes impliquées ont fait l'objet d'un intérêt médiatique très fort. Deuxième mouvement, on s'intéresse aux juges. Les magistrats ont été médiatisés, à tort ou à raison. Eva Joly, c'est cette période-là. Laurence Wisniewski, bon. Qui n'était de loin pas aussi bon que ce qu'on disait, bien moins efficace que les magistrats des générations qui leur ont succédé, je peux vous le dire, mais beaucoup plus médiatisés. Troisième temps, on s'est intéressé aux avocats. Et là, on a vécu une espèce de bulle, qui n'est d'ailleurs pas terminée, où il y a une forme d'intérêt médiatique pour les avocats qui, à mon avis, est démesurée. Et je vous dis en cela, je ne crache pas dans la soupe parce que j'en profite à ma façon. Il y a beaucoup plus discret que moi, il y a beaucoup moins discret. Par rapport aux affaires dont je m'occupe, je passe plus de temps à refuser les propositions qu'on me fait qu'à les accepter. Je n'ai jamais cherché, moi, à être invité nulle part, mais peu importe. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc le fait d'être pénaliste est devenu de la plus grande mode, du plus grand chic. J'ajoute à cela que, après une période de disette, où les grands avocats d'assises, Henri Leclerc, Jean-Louis Pelletier, étaient méconnus, la cour d'assises, les grandes affaires criminelles sont revenues aussi à la mode après l'affaire Doutreau, et qu'un avocat comme Éric Dupond-Moretti, qui a bénéficié d'une notoriété exceptionnelle pour un avocat, il était
quand il était avocat, de loin l'avocat le plus connu, mais un avocat très connu du grand public. Pas seulement le plus connu, très connu du grand public. Il faut voir le succès public qu'a eu par exemple son spectacle sur scène. Ça a contribué à renforcer, si vous voulez, l'intérêt auprès des avocats. Il faut des locomotives. On a eu des locomotives en matière de droit pénal des affaires, mais plus discrètes. Et puis on a eu cette locomotive d'Éric Dupond-Moretti, très très visible. Et maintenant, vous écrivez que vous avez abandonné le pénal classique, le pénal de droit commun, justement pour le droit pénal des affaires, pour plusieurs raisons. Quelles sont-elles ? Alors, je ne l'ai pas abandonné totalement, et je ne l'ai pas abandonné du jour au lendemain. Et mon cabinet aujourd'hui, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus, mon cabinet est composé on a une équipe qui est probablement l'équipe la plus, alors à mon avis de loin la meilleure, mais je ne suis pas objectif, l'équipe la plus riche en effectifs, non seulement en France, mais même une des plus riches en effectifs en Europe, qui fait du pur contentieux. Et j'ai beaucoup de jeunes avocats avec moi qui en font du pénal général. C'est le cœur du métier. Moi, j'en fais de manière occasionnelle. J'en fais, mais peu. Alors, pourquoi ? La première raison, c'est que ce sont des emplois du temps qui sont peu compatibles. Le pénal des affaires nécessite une disponibilité extrême en termes de joignabilité. Et la cour d'assises ou le droit pénal général est très chronophage en termes d'audience. Et quand vous êtes dans une audience, je dois dire qu'aujourd'hui, avec les portables, etc., on n'est jamais à 100% à ce qu'on fait. En tout cas, moi, j'avoue que j'ai parfois cette faiblesse. Mais quand je suis dans une audience, j'essaye quand même de m'extraire du reste. Donc, c'est très difficile quand on gère les affaires dont je m'occupe, enfin, sans vouloir me la raconter. Croyez-moi, je suis totale autodérision par rapport à ce que je fais et ce que je suis. Mais quand on s'occupe des affaires dont je m'occupe et des clients qui sont les miens, c'est très difficile d'être dans une totale immersion pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et de n'être disponible qu'après. Donc c'est très peu compatible. Alors, autre raison qu'il faut admettre, il y a aussi une raison de rentabilité. Parce que j'ai un cabinet qui est très actif, où j'ai des associés, enfin j'espère qu'il est très actif, et qui est très lourd à gérer, donc on ne peut pas... on fait beaucoup de pro bono, mais on ne peut pas développer une clientèle de droit pénal général d'une manière aussi intensive que certains le voudraient, par exemple, ici. Voilà. Dernière explication, le pénal général est un métier dans lequel parfois on est payé d'une manière qui paraît, par exemple, qui est totalement tolérée en Suisse, qui paraît pour moi indiscutable, parce que sinon il n'y aurait pas de défense, mais d'une manière que moi je n'accepte pas. On est toujours payé, nous, de manière régulière, par chèque ou virement. Ce n'est pas toujours facile quand on fait du pénal général. Et c'est vrai que le pénal des affaires, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de mode parmi les étudiants. Absolument. Qu'est-ce que vous conseilleriez à tous les étudiants qui veulent faire du pénal des affaires, qui nous regarderont ? Alors, si jamais quelqu'un veut faire du pénal des affaires et veut venir travailler chez moi, par exemple, je lui conseille de ne pas me dire qu'il a la vocation du pénal des affaires. Parce que quelqu'un qui me dit quelque chose quand on me dit ça, ça me fait doucement rigoler et on n'a aucune chance d'être pris. Non, je pense que si vous voulez... je lui conseillerais de faire une expérimentation au pénal. Alors, soit en collaborant pendant peu de temps dans un cabinet pénaliste, mais quand même de pur pénal, pas bon. Soit, s'il n'est pas un cabinet de pénaliste, vraiment de se former au pénal en suivant les commissions d'office, de faire du pénal général. Et puis voilà, parce que de développer une culture pénale qu'on développe difficilement si on commence tout de suite par le pénal des affaires. Alors développer une culture pénale, ça veut dire lire des bouquins, des avocats du passé, surtout des avocats actuels, s'intéresser à tous les faits divers, mais enfin surtout à tous les procès, aller au tribunal, à la cour d'assises, voilà, et discuter ou faire comme j'ai fait, écouter ce qui se dit ou ce que je dis. Il y a moins de lieux où on peut faire ça aujourd'hui, c'est moins sympathique. Mais et puis après, avoir beaucoup d'envie de défendre au mieux les gens qu'on défend.
Mais cet attrait aujourd'hui, effectivement, a été très spectaculaire. Je le comprends. Je pense qu'il est aussi un peu l'attrait de la lumière. Les gens imaginent que ça brille, c'est là que ça brille, c'est visible, c'est intéressant, il y a des enjeux forts, on gagne mieux sa vie que dans le pénal classique. Mais pour aller dans votre sens, je suis très ami avec, par exemple, Jean-Michel Darrois, qui est probablement la tête du cabinet d'affaires le plus prestigieux. On l'a interrogé, oui. Bah, vous l'avez interrogé. Bah, aujourd'hui, les profils des étudiants les plus brillants s'orientent davantage vers le pénal des affaires que vers les cabinets qui font du M&A. C'est incroyable. Moi, vraiment, je pense que notre cabinet est l'un de ceux, c'est loin d'être le seul, au pénal qui présente une grande attractivité du fait des affaires qu'on traite, de la jeunesse de notre effectif. Mais c'est incroyable. Les gens, j'ai des gens qui préfèrent venir travailler chez moi ou chez nous que chez Jean-Michel ou chez Brodin-Pratt, etc. Alors que, en termes de structure, de cabinet, etc., ça n'a rien à voir. Il faut dire aussi, c'est peut-être aussi ça, c'est que c'est peut-être plus agréable au jour le jour d'être dans un cabinet où il y a 25 avocats ou 20 avocats qu'un cabinet où il y en a 200 ou 100. Mais oui, Alors, ce que je leur conseillerais, pour me résumer, c'est de considérer que le pénal des affaires, c'est d'abord du pénal. Que le plus difficile et le plus important dans le pénal des affaires, c'est pas le côté droit des affaires, c'est le pénal. Maintenant, si vous comprenez rien, si vous ne savez pas faire une règle de 3, si vous ne savez pas que 7 x 9 font 63, et si vous êtes incapable de lire un bilan, il vaut mieux se cantonner au pénal pur. Et vous pensez que cet attrait-là, il est éphémère? Non. Je ne pense pas du tout qu'il soit éphémère pour une raison très simple. C'est que, bon, il y a des domaines qui vont se développer. Alors, il y en a un qui ne m'intéresse pas du tout sur le plan en tant qu'avocat, qui est quelque chose d'intéressant sur le plan du modèle économique des cabinets, c'est la compliance. Bon, mais ça, je pense que c'est pas ça qui peut attirer de jeunes avocats brillants, parce que enfin, j'espère, parce que ça, c'est vraiment très important pour nos clients, mais très ennuyeux quand on est avocat. Il y a des choses qui sont à l'inverse, très ennuyeuses pour nos clients, très importantes pour les avocats. Généralement, c'est ça, hein. J'avais eu d'ailleurs une définition de la différence entre le pénaliste et l'homme d'affaires. J'avais dit que chez un avocat, et l'avocat d'affaires, chez un avocat d'affaires, il vaut mieux être à la place du client, et chez un pénaliste, il vaut mieux être à la place de l'avocat. Mais c'est un peu vrai, c'est même très vrai. Donc il y a ça, mais ça c'est mineur. Mais en tout cas, dans le chiffre d'affaires de beaucoup de cabinets, pas du tout le nôtre, hein, c'est pas négligeable. Et deuxièmement, et surtout, je pense que c'est pas du tout éphémère, parce que les enjeux pénaux vont être de plus en plus importants dans cette affaire-là. Les enjeux financiers vont être de plus en plus importants dans ces affaires-là. Et donc, le rôle des avocats va être de plus en plus important dans ces affaires-là, même si, que ce soit en France ou ailleurs, il faut avoir à l'esprit, qu'on le veuille ou non, que de plus en plus d'affaires n'iront pas jusqu'au procès et se transigeront, alors soit par une CJIP en France ou des CRPC, en tout cas se transigeront. Mais on va vers une évolution évidente de l'enjeu pénal à la hausse, une évolution évidente des sanctions financières et une évolution évidente du montant des dommages et intérêts. Et moi je crois que sous peu, on arrivera en France à une forme de dommages et intérêts punitifs. Donc les enjeux en termes humains et en termes financiers dans ces dossiers vont être encore plus grands. Donc l'attractivité va être encore plus grande. Et donc, les jeunes avocats auront toujours ou de plus en plus envie de se tourner vers ça. Parallèlement, j'espère que beaucoup de jeunes avocats auront aussi envie, et j'en suis convaincu, de faire du droit pénal classique, d'aller vers la cour d'assises. Dans le domaine du droit pénal des affaires, la relève est assurée. Elle a été totalement inexistante pendant à peu près 20 ans. C'est quand même ce qui nous a permis de vivoter, si j'ose dire. Mais elle est aujourd'hui assurée. Je pourrais vous citer un grand nombre d'avocats et d'avocates surtout en ce moment, c'est un juste rétablissement des choses, qui sont voués à un avenir brillant et qui ont la qualité de cet avenir. En matière de droit pénal classique, je pense qu'on va arriver à... Il y a un besoin de renouvellement.
Je trouve que, pour moi, c'est le plus beau métier. Hein. C'est pas parce que je l'exerce plus. Voilà. Mais je serais bien en peine de vous désigner le ou la future Henri Leclerc, le ou la future Éric Dupond-Moretti. Je trouve qu'il y a un besoin de renouvellement dans la qualité globale de cette défense qui ouvre des portes considérables pour les jeunes avocats. Autrement dit, pour moi, tout est dans les mains de la génération des hommes et des femmes qui ont 40 ans ou plus. 40 ans, c'est déjà vieux pour avoir une certitude d'être la relève. Mais je pense qu'il y a un vivier extraordinaire. J'ai une très grande confiance dans la jeune génération du barreau. Et pénal des affaires, c'est déjà fait. Pénal, ça va venir. C'est clair. Et puis, avec beaucoup de femmes parmi les candidats ou les candidates à cette relève. Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on revienne sur les débats d'actualité qui peuvent être soulevés par certaines de vos grandes affaires, entre guillemets, notamment sur la polémique des Césars autour de Roman Polanski, parce que, à mon sens, c'est révélateur des tensions qui agitent la société. En 2020, le réalisateur est nommé au César, et ça déclenche un tollé parce qu'il y avait eu des accusations de viol portées par les médias, et on a une tribune signée par une centaine d'avocates pénalistes, dont Jacqueline Lafont, qui disent attention, une accusation ne vaut pas condamnation et respectons la présomption d'innocence. Et en retour, on a une autre tribune du Monde qui dit mais en substance, vous êtes un peu dans le déni des souffrances des victimes. Est-ce que la présomption d'innocence, c'est antinomique avec la lutte contre les violences sexuelles ? Bien sûr que non. Évidemment que non. D'ailleurs, cette tribune à laquelle je suis totalement étranger, je vous dis ça parce qu'il y avait eu des bruits, est une tribune, quoi qu'on pense de son contenu, qui marque un moment fort justement dans le métier sur la prise de pouvoir des avocates qui ont été pendant très longtemps victimes vraiment d'une forme d'indifférence ou d'absence de visibilité suffisante. Parce que cette tribune, qui à mon avis était extrêmement bienvenue, mais je comprends qu'on la critique, cette tribune était le fait exclusivement d'avocates, presque toutes d'avocates très engagées dans la lutte en faveur des droits des femmes. Et c'était, me semble-t-il, un moment très important. Marie Dosé, qui est une autre signataire de cette tribune, une avocate remarquable, avait d'ailleurs défendu un peu fébrilement, mais brillamment et avec beaucoup de cœur, cette tribune au micro de France Inter. Je l'ai écoutée de manière impressionnée. Et justement, en expliquant que bien sûr que non, le respect de la présomption d'innocence et plus généralement le respect des règles de droit qui nous protègent et qui protègent donc aussi les droits de la défense, n'est non seulement pas incompatible, mais nécessaire à la lutte contre les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. On ne peut pas opposer ces deux notions. Si jamais on le faisait, on cirait la branche sur laquelle on est assis. On ne peut pas le faire. Alors, c'est compliqué. Je conviens que dans la vie de tous les jours, dans la pratique, c'est compliqué. Mais il est pour moi hors de question de lutter contre un mal en créant un autre qui est au moins aussi grave. Il faut justement, alors ça nécessite probablement une amélioration très importante de la culture judiciaire et juridique des populations françaises et étrangères. En France, on est à un niveau très bas. Il faut évidemment que les deux s'accompagnent. Ce n'est pas parce que la présomption d'innocence est violée que les luttes ou la lutte contre les violences faites aux femmes progresse. Certainement pas, c'est une aberration de le penser. Il faut accepter que dans notre système de droit, s'agissant des violences sexuelles comme de tout crime ou délit, eh bien, si la preuve suffisante de la culpabilité d'un auteur n'est pas rapportée, on ne peut pas le condamner, c'est tout. Mais je crois que les luttes contre les violences faites aux femmes, elles nécessitent, ces luttes qui sont si nécessaires, des combats qui ne sont pas seulement des combats judiciaires. Ce n'est pas seulement au niveau de la justice que les choses ont dysfonctionné ou dysfonctionnent, c'est avant l'intervention judiciaire et souvent après. Mais pendant l'intervention judiciaire, il faut que la justice soit plus efficace, plus humaine évidemment à l'égard du traitement des victimes, mais qu'elle respecte les règles de droit
pour ces affaires comme pour toutes. Parce que si on commence à plus les respecter pour les violences faites aux femmes, quelle que soit la gravité de ces violences, mais pourquoi on les respecterait dans les affaires de terrorisme, dans les affaires de criminalité organisée, d'atteinte à l'intégrité humaine, d'attaque contre des personnes vulnérables, handicapées ou très âgées? Pourquoi on ne peut pas faire une gradation de cette nature dans la hiérarchie des crimes? Donc, non, c'est une aberration, mais évidemment, c'est une facilité. C'est une facilité démagogique que toutes les féministes n'ont d'ailleurs pas. Et c'était tout le mérite de ces avocates d'avoir exprimé ce qu'elles ont exprimé. Voilà. Et vous avez dit il faudrait améliorer la culture judiciaire de la population. Comment concrètement on pourrait faire? Alors, moi, je pense que c'est là où le bal blesse le plus. Notre garde des Sceaux vient de proposer un projet de loi, enfin une loi d'ailleurs, elle a été votée à l'Assemblée, il faut maintenant qu'elle suive la navette parlementaire, pour filmer les audiences. Ça fait partie ça poursuit un objectif. Non, moi je pense que honnêtement, il faut qu'on enseigne les grands principes juridiques dès le plus jeune âge des enfants. Je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, mais à mon avis, c'est à partir du CM1, CM2. Il faut commencer à... Ça fait partie d'une éducation civique absolument indispensable. Vous savez, j'ai la chance d'avoir des amis, pas tous, qui sont souvent des gens très intelligents, souvent très cultivés. J'ai souvent cité cet exemple parce que j'étais stupéfait. J'ai un ami proche qui est énarque et polytechnicien, auquel pas un sujet d'actualité n'échappe. Il ne savait pas que devant un tribunal ou une cour d'assises, un prévenu ou un accusé ne prête pas serment et a le droit de mentir. Même des gens très cultivés ont parfois, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, mais même parfois des gens très cultivés n'ont de connaissance de la justice que ce qu'ils voient dans des séries anglo-saxonnes ou américaines. Ils ne connaissent rien au fonctionnement de la justice. Je ne veux pas me faire le défenseur de la justice, de l'action judiciaire en France, mais une des raisons pour lesquelles la population croit que la justice française est très laxiste, c'est parce qu'elle ne la connaît pas et qu'elle est évidemment, elle n'est au courant de son fonctionnement qu'à l'occasion de l'évocation sur des chaînes info ou les réseaux sociaux de faits divers dramatiques, et il y en aura toujours. Et évidemment, après un fait divers dramatique, comment voulez-vous aborder les choses avec raison, avec sang-froid, avec distance? C'est impossible. Tout crime, tout fait divers dramatique suscite évidemment la réprobation, l'indignation, souvent l'émotion, et d'abord l'émotion, et c'est pas dans des conditions pareilles qu'on peut parler de sujets aussi sérieux et aussi graves que celui du fonctionnement de la justice. Il y a une forme de populisme judiciaire au sein de la classe politique actuelle? Ah oui, ça, moi, c'est un terme que j'ai utilisé et je le revendique. Ah oui, pour moi, il y a un grand populisme judiciaire. Il y a une grande démagogie. Il y a un phénomène nouveau qui, à mon avis, d'ailleurs, à terme, va être une source de progrès, mais qui, en attendant, est vraiment dramatique. C'est que, en France, jusqu'à il y a encore peu de temps, quelques années, on ne mettait jamais en cause l'institution judiciaire. Maintenant, dès qu'un crime est commis, on essaie de voir à travers le parcours de celui qui est accusé de l'avoir commis où ont été les dysfonctionnements. Quand et comment la justice a pu dysfonctionner. C'est grave parce que on ne peut pas vivre sans avoir une confiance suffisante dans l'institution. Pas dans le sens où les hommes politiques vont se faire trucider au tribunal en disant « j'ai confiance dans la justice de mon pays ». Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est grotesque. Mais il faut quand même avoir confiance dans l'institution judiciaire. Et elle mérite globalement cette confiance. Hein, j'entendais l'autre jour Robert Badinter dire « justice pour la justice ». Il a raison. La justice ne dysfonctionne pas du tout autant que ce qu'on décrit. C'est pas vrai. Et surtout, les magistrats, il avait raison de le dire, sont un corps. Les magistrats constituent un corps honnête et évidemment de très bonne volonté. Les magistrats se disent pas, tiens, aujourd'hui, comment on va faire pour que les types qu'on condamne soient sûrs de récidiver? Enfin, c'est aberrant.
d'imaginer cette espèce d'irresponsabilité des juges, c'est aberrant. Maintenant, aujourd'hui, la période actuelle est une période dangereuse. Parce que quel est le juge qui va oser prendre une décision de mise en liberté conditionnelle de quelqu'un qui a commis des faits graves? Quel courage il faut à ces juges pour prendre des décisions pareilles alors qu'elles sont très souvent justifiées? Il risque d'y avoir une forme de paralysie des juges par respect d'un principe de précaution pour éviter qu'en cas de récidive, qui peut toujours arriver, leur responsabilité soit mise en œuvre. Pourquoi je vous disais qu'à terme, ça peut être un progrès? Parce que je pense qu'en revanche, là, c'est une très mauvaise période. Je déteste ce qui est en train de se passer. Parce que moi, si vous voulez, je m'affronte quotidiennement aux juges. Je les affronte. Et je les affronte sans aucune complaisance. Parce que je pense d'ailleurs que le respect qu'on doit à la fonction, qui est la nôtre, et à la leur, c'est de leur dire la vérité de ce qu'on pense. Moi, je déteste les avocats complaisants. Je déteste ça, les avocats de couloir, etc. Donc, je les affronte. Mais je les respecte. Je les respecte. Je les respecte profondément et je considère que la fonction, notamment la fonction de juge du siège, dans la société qu'on connaît aujourd'hui, qui est une société de dérive médiatique constante, c'est le corps qui peut nous garantir le respect de nos droits. C'est l'application de la loi qui protège les citoyens. C'est donc les juges. On peut prendre les choses comme on veut. C'est pour ça que cracher sur les juges est irresponsable. C'est eux dont on a besoin. Alors, bon, à terme, il faut que leur responsabilité, dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens du terme, la responsabilité, c'est pas la trouille absolue de faire n'importe quoi. La responsabilité ne doit pas conduire à l'immobilisme ou à l'ouverture du parapluie permanent. Non. La responsabilité bien sentie, c'est que les juges doivent être conscients, sinon ils ne progresseront pas. Enfin, l'institution ne progressera pas. Ils doivent être sujets à la critique. Il faut que donc... voilà. Donc je pense qu'à terme, cette espèce de mise en cause possible de l'institution judiciaire peut être quelque chose de positif. En attendant, c'est d'un populisme et d'une démagogie insupportable. Et aujourd'hui, le débat politique en France est tellement faible sur le terrain des idées, tellement faible et tellement pleutre qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a une voix univoque. Quelles sont les personnalités qui défendent l'institution judiciaire? Même si ça leur déplaît aujourd'hui, le garde des Sceaux, peut-être qu'il ne le fait pas suffisamment aux yeux des magistrats, mais moi je trouve qu'il le fait bien et il a raison de le faire. Ce garde des Sceaux, c'est Éric Dupond-Moretti. Certains des représentants les plus éminents des magistrats eux-mêmes, je ne parle pas des syndicats, mais les plus hauts magistrats de France, bien sûr, et des personnalités de la vie civile, dont moi je ne suis pas parce que je n'ai pas suffisamment d'autorité, mais comme Robert Badinter ou Henri Leclerc, vous aurez constaté que ce ne sont pas des gens de prime jeunesse, ce qui prouve que ma génération a à se mettre en cause aussi quant au renouvellement de l'élite de nos métiers, mais c'est tout. Mais est-ce que vous avez, par rapport à un discours majoritaire, une grande différence entre ce que dit le Rassemblement national, les Républicains, la République en marche ou le Parti socialiste? Non. Et puis c'est pas la France insoumise qui va défendre l'institution judiciaire après ce que M. Mélenchon a pu en dire quand il a lui-même été sujet ou victime, selon lui, de son fonctionnement. C'est inquiétant. On ne peut pas compter sur nos représentants politiques pour essayer d'éclairer l'opinion. Et malheureusement, les penseurs utiles sont des gens qui manquent un peu de crédibilité dans l'opinion, pas de crédibilité personnelle, mais dont on pense qu'ils tiennent un discours qui est un discours un peu lénifiant, alors que la preuve est faite que ça n'est pas la durée des peines, la répression absolue, qui est un facteur de diminution de l'insécurité. Bien sûr que non. C'est un facteur d'élimination temporaire de gens probablement dangereux, mais on ne peut pas mettre à l'écart définitivement tous les gens susceptibles d'être dangereux, et on ne peut pas mettre en prison ou hors d'état de nuire des gens pour le danger qu'ils représentent et non pas pour les faits qu'ils ont commis. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est des débats très passionnants. Moi, si j'étais pas avocat, de plein exercice, c'est-à-dire j'adorerais participer à ça, essayer de réfléchir à la manière de faire évoluer un peu l'opinion sans apparaître pour un droit de l'homiste, puisque maintenant, être un droit de l'homiste, c'est complètement négatif, ou être une espèce de bobo judiciaire considéré comme une espèce d'abruti qui, dans son immense bureau, est totalement à l'écart des réalités du terrain, etc. Non, c'est pas le cas. Je voudrais qu'on aborde maintenant, si vous le voulez bien, le journalisme d'investigation
Ouais. J'ai pris quelques citations. Journalisme de destruction, Pierre-Olivier Sûr. Méthode stalinienne, Éric Dupond-Moretti. Nous, journalistes, on regarde des faits, on révèle des faits d'intérêt public, Edoui Plenel. Qu'est-ce que vous pensez du journalisme d'investigation tel que Mediapart? Alors, je pense que sur le papier, le journalisme d'investigation, c'est quelque chose de formidable. Vous savez que la Cour européenne considère que le journalisme est et notamment le journalisme d'investigation est une pierre essentielle à l'édifice du respect des libertés, et elle a bien raison. Non, sur le papier, c'est formidable. Le problème, c'est que moi, ce que je n'aime pas Bon, d'abord, si vous voulez, le journalisme d'investigation à la française, il n'est pas du même niveau que la gastronomie. Hein. On n'a pas de grands journalistes d'investigation, malheureusement. Vraiment, le barreau, contrairement à ce qu'on croit, moi je l'ai appris très tardivement, le barreau français est un barreau très fort par rapport. C'est un des domaines dans lesquels on a la plus grande culture, la plus grande histoire et probablement la plus grande qualité relative. Hein. Dans l'absolu, on ne vaut pas grand-chose, mais par rapport à nos concurrents étrangers, je pense qu'on n'a pas à rougir. Le journalisme d'investigation à la française consiste essentiellement à la capacité d'avoir des sources qui vous transmettent les procès-verbaux le plus vite possible. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'affaires qui ont été sorties récemment par des journaux. Mais moi, ce que je leur reproche, c'est pas tellement ça. Il y a des gens de très bonne volonté quand même. C'est que par contre, il manque de la plus minimale objectivité très souvent. Ils piétinent la présomption d'innocence du matin au soir, ils n'en ont rien à faire des conséquences humaines de leur papier, et Edoui Plenel, qui est très fort, comme moi d'ailleurs, pour dire du bien de lui-même, ou de sa corporation, oublie que Mediapart est un média extrêmement dangereux quand on est soi-même sa cible, mais qui travaille, à mon avis, sur le plan professionnel, plutôt mieux que la plupart de ses concurrents. Vous savez, il y a toujours une explication au succès. Hein. Mediapart, c'est un succès commercial, c'est un succès public. Il y a des raisons. La raison, c'est qu'il y a un grand professionnalisme chez Mediapart, mais il y a des orientations, des partis pris, des jugements de valeur. Mediapart, c'est un média de très grande qualité, mais qui coupe des têtes du matin au soir et qui choisit les têtes qu'il coupe ou qu'elle coupe. C'est tout. Moi, ce que je n'aime pas chez Mediapart, c'est pas du tout la personne de ces journalistes. Je connais pas Monsieur Plenel et je connais très peu de journalistes de Mediapart, mais ceux que je connais sont des gens qui me paraissent tout à fait respectables. C'est pas ça. C'est l'esprit. Quand Mediapart écrit au procureur pour que quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête soit poursuivi, pour moi, Mediapart circonvient aux règles du journalisme. C'est pas le rôle d'un journaliste de dénoncer au parquet qui que ce soit. Le Canard enchaîné ne fait pas ça, Le Monde non plus. Mediapart a une fonction très importante aujourd'hui dans le fonctionnement de la justice et des affaires. Donc c'est vraiment un succès qui n'est pas que commercial, mais à mon avis très sujet à la critique par rapport à ce qu'on considère devoir être le rôle d'un média. C'est évidemment pas leur point de vue. Il y aurait mais voilà. Alors par ailleurs, si vous voulez, je suis pas un bon client pour les journalistes d'investigation parce que je ne deal pas avec eux, j'ai jamais dealé avec eux, avec qui que ce soit. Et beaucoup de gens dealent, y compris des avocats. Les avocats sont pas du tout à l'abri des critiques, loin de là. Ils en méritent souvent beaucoup, et moi évidemment aussi, mais dans un autre domaine que celui du deal avec des gens. Donc il y a des gens qui dealent. Franchement, journaliste, c'est un très grand métier. Journaliste d'investigation, ça devrait être aussi un très très grand métier. C'est pas vraiment l'opinion que j'en ai quand je vois la façon dont ça fonctionne. Et puis, je trouve qu'il y a une très grande différence. Si vous avez lu mon livre, je l'ai effectivement dit. Enfin, pardon, puisque vous avez lu mon livre. Et merci, parce que c'est un effort. Mais puisque vous avez lu mon livre, vous savez pour moi, il y a une grande différence avec les chroniqueurs judiciaires. Parce qu'alors, à l'inverse, et d'ailleurs, je dirais depuis à peu près une vingtaine d'années, là aussi peut-être grâce à des locomotives qui ont été Stéphane Durand-Soufflant et Pascal Roberdiard, qui sont deux remarquables chroniqueurs judiciaires. Il y a beaucoup de très bonnes chroniqueuses judiciaires, et qui sont des journalistes vraiment formidables dans l'ensemble, qui sont d'une
d'une objectivité assez grande. Très souvent, moi, je lis des comptes rendus qui me rendent fou, avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais les journalistes, ils disent, ils écrivent ce qu'ils voient, ou à la radio, ils disent ce qu'ils ont vu, avec la façon dont ils l'ont ressenti, et c'est non seulement leur droit, mais même leur devoir. Donc, mais c'est pas du tout pareil. C'est des gens qui sont passionnés par la chose judiciaire, qui ne poursuivent pas d'objectifs en particulier, qui essayent de se méfier de leurs préjugés. Et je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour la plupart ou quasiment tous les journalistes qui font la chronique judiciaire et que je la lis avec beaucoup d'intérêt. Quand je suis dans des procès ou quand j'ai des... C'est peut-être pas normal, moi j'ai une passion pour... Je dévore tous les journaux, c'est mon plaisir du matin et puis de l'après-midi pour Le Monde, mais les faits divers dont je m'occupe, les affaires dont je m'occupe, c'est pas celles sur lesquelles je me précipite le plus, sauf quand il y a des éléments croustillants ou importants sur lesquels on attire mon attention. Mais les chroniques judiciaires dans les procès que je suis, je les lis ou je les écoute avec intérêt parce que très souvent, ça m'aide. Ça me donne un éclairage différent du mien, ça me permet d'avoir une lecture de ce qui est en train de se passer différente de la mienne et parfois très éclairante. J'ai d'ailleurs écrit, vous voyez, par exemple, Pascal Robert-Diard, et quelqu'un pour qui j'ai évidemment du respect, comme pour beaucoup d'autres, mais avec qui je suis très souvent en désaccord sur les analyses qu'elle fait, mais qui m'aiguille, dont la lecture m'aiguille considérablement, parce qu'elle a une vision, une perception de l'audience qui est remarquable, et évidemment un poste d'observation très différent de celui d'un avocat qui évidemment est dans la partialité, même s'il essaye de s'en extraire, donc c'est très précieux. Et je vais vous dire, la connaissance de... C'est pour ça qu'on a... À la limite, il n'y a pas de... En France, pour ça, je trouve ça formidable, il n'y a pas de consanguinité entre les chroniqueurs judiciaires et les avocats. Il n'y a pas de connivence, contrairement à ce que certains imaginent, parce que les chroniqueurs judiciaires ont aussi leur goût. Bon. Mais... moi, je me sens des affinités avec les chroniqueurs judiciaires. Vous voyez, c'est un métier que je pourrais faire, j'adorerais faire, parce qu'on aime la même chose. On a un poste, on a une fonction différente, mais dans une discipline qui est la mienne. Et c'est fou ce que beaucoup de chroniqueurs ont comme psychologie de l'audience. C'est très intéressant, hein, très très intéressant. Donc, je fais une séparation qui est peut-être un peu manichéenne, parce qu'en plus, il peut arriver que certains journalistes d'investigation suivent aussi les procès. Et je dois dire qu'il y a des journalistes d'investigation qui suivent des procès qui sont de bons chroniqueurs judiciaires aussi. Mais je fais une claire distinction. Et est-ce que vous pensez, parce qu'on parlait de relève tout à l'heure dans l'avocature, est-ce qu'il va y avoir une relève parmi les chroniqueurs judiciaires ? Oui. Il y a des gens, il y a des gens jeunes, des hommes, des femmes jeunes, oui. Oui, il y a une relève. Oui, il y a une relève. Et alors, je dois dire que cette relève et d'autres... Je parle de la chronique judiciaire, hein, c'est votre question. Ouais. Oui, il y a une relève. Et cette relève est d'autant plus méritoire que si vous voulez avocat, je comprends qu'il y ait une relève, hein, parce que avocat, c'est un métier qui brille, où on peut gagner très bien sa vie, etc. Journaliste, aujourd'hui, c'est un métier qui a beaucoup souffert sur un plan social, sur un plan matériel. J'ai beaucoup de respect pour des gens qui font leur vocation et dont la vocation n'est pas une vocation forcément qui peut les amener au confort ou à la célébrité. Vous savez, parfois, d'ailleurs, je connais des gens, ça procure chez moi beaucoup de respect, parfois d'émotion. Le violoncelliste qui ne fait pas jamais de prestations en solo, qui est dans un orchestre et dont c'est la passion, qui jusqu'à la fin de ses jours va jouer avec ferveur sans que jamais personne ne connaisse son nom, c'est merveilleux. C'est génial, les gens. Il n'y a rien de mieux que les gens qui adorent leur métier. Et il n'y a rien de plus respectable que quand le fait d'adorer son métier nous amène, et de le faire avec bonheur, ne vous amène ni à la célébrité, ni à l'aisance matérielle. C'est pas croyez-moi, c'est pas la notoriété ni l'argent qui font la valeur d'un homme ou d'une femme. Et donc, oui, il y a une relève et elle est très méritoire. Il y a une relève, aussi bien à la radio, à la télé qu'en presse écrite. Je voudrais maintenant qu'on évoque la stratégie judiciaire, si vous le voulez bien.
parce qu'il y a le temps de la préparation du procès, comment, avant un grand procès, vous allez vous préparer, comment vous allez élaborer la stratégie, la tactique pour gagner? Alors, d'abord, déjà, tout dépend du fait de savoir si on est dans le dossier depuis le départ ou pas. Mais, parce que la phase du procès, en fait, elle se prépare déjà ou elle se réfléchit déjà très en amont. Parce qu'il n'y a pas de... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un avocat, il est opportuniste par nature et par définition. Un avocat, c'est quelqu'un qui doit chercher un but. Si un avocat est dans la pratique purement scolaire, de la connaissance d'un dossier, etc., il n'a aucune chance d'arriver à quoi que ce soit, jamais. Donc, si vous voulez, la stratégie, elle se définit dès que vous prenez un dossier. Alors, parfois, il y a des moments de latence, il peut y avoir des évolutions, etc. Mais ça, je vous le dis parce que c'est très important. Hein. Ça paraît rien, mais vous savez, et ça m'a rassuré parce qu'un jour, j'ai entendu Badinter dire quelque chose d'encore plus basique. Moi, le peu de choses que j'ai apprises, ou que je pense aujourd'hui comme étant des règles, parce qu'au pénal, il y en a particulièrement peu, ce sont des choses d'une simplicité déconcertante. Hein. C'est pas... non, je vous assure. Mais néanmoins, vous savez, encore aujourd'hui, je réfléchis au fait de savoir ce que c'est que d'être un avocat, ce que c'est que de défendre quelqu'un. C'est... Quand par exemple, je ne représente plus Bernard Tapie à son procès en appel, ne croyez pas que ça s'est fait en 10 minutes. C'est une longue prise de décision, douloureuse, complexe, qui est très fondée aussi sur une réflexion sur la définition et la fonction de défense, hein, dans mon esprit. Donc, c'est pour ça que je rappelle ces évidences, parce qu'en fait, pour moi, c'est le plus important, et parfois, il faut... Par exemple, j'ai mis 20 ou 25 ans à comprendre que le premier mérite d'un avocat, c'est d'être un autre que soi-même. Le jour où mon frère, alors que j'avais eu un problème qui n'était pas de nature pénale, m'a dit « Mais pourquoi tu ne prends pas un avocat ?» J'y avais même pas pensé. Et moi, j'étais avocat depuis 20 ou 25 ans. Et en fait, j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un d'autre que moi pour s'occuper d'un problème simple avec une banque. J'ai pris un avocat, tout s'est arrangé. Bon, donc passons. Un, le dossier est passé au peigne fin. 2, c'est moi qui définis les stratégies, les orientations. 3, c'est une immersion psychologique. Vous êtes envahi par un dossier. Moi, je suis totalement envahi par une défense. Envahi. D'ailleurs, je ne suis pas tétanisé. Hein. Je vis, je ne suis pas du tout un moine. Mais c'est quelque chose qui ne vous quitte pas. 4, chacun son truc. Moi, j'écris peu. J'ai généralement une période de grande angoisse, de grande paralysie, de grand trac, quelques jours, une petite semaine avant un procès, où là, je suis au bord de la détresse, de l'abandon, du pessimisme. Voilà, j'ai besoin de passer par une phase vraiment très basse, où je projette les scénarios les pires, pour pouvoir aborder le procès de manière sereine. Et après... quand on est dans l'action, généralement, on oublie tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de moment de doute, etc. Mais voilà, ça c'est des règles un peu psychologiques. Après, tout dépend des affaires. Alors moi, puisque j'en suis à des trucs ridicules, à des formules ridicules, moi j'ai développé une idée. Alors moi, si vous voulez, c'est vrai que j'ai plutôt une vision... certains disent mathématique, c'est trop dire, mais j'ai une vision très logique de l'approche d'un dossier. Et j'ai deux formules que j'ai transmises à mes collaborateurs, mes associés. Première règle, et pour moi c'est la plus difficile à observer, il faut comprendre que chaque affaire est un problème dont on doit trouver la solution. Donc la chose la plus difficile, c'est d'arriver à trouver l'énoncé du problème. Après, c'est pour ça que très souvent, il est bon de ne pas trop connaître un dossier avant de définir une stratégie. Parce que parfois, la connaissance que vous pouvez avoir du dossier, elle vous dévie de la stratégie gagnante. Il vaut mieux essayer, ce que je vous dis paraît abstrait, mais ça ne l'est pas, il vaut mieux essayer de faire coïncider le dossier, fictivement, mais certes, mais avec la stratégie gagnante que l'inverse. Parce que souvent, la connaissance d'un dossier vous empêche de trouver une stratégie gagnante. Connaissance trop approfondie. Bon, et ça, c'est des trucs un peu psychologiques. Hein. Parce que vous savez, on a beau dire qu'on ne juge pas, etc. C'est vrai, un avocat, il n'est pas insensible à ce qu'il lit, à ce qu'il... Bon. Deuxièmement, donc ça,
un problème dont on doit trouver la solution. Deuxièmement, on n'a aucune chance de gagner si on n'est pas capable, y compris dans les dossiers les plus compliqués, d'expliquer simplement et rapidement pourquoi on doit gagner. Et je peux vous dire que ces deux règles sont vraies, elles se vérifient à chaque fois. Ce n'est pas parce que vous aurez rempli ces deux règles que vous gagnerez à tous les coups, mais ce sont deux règles fondamentales pour moi, sur ce que c'est dans ma compréhension personnelle du métier. Je ne dis pas que c'est la seule ou la bonne, je vous dis moi comment je fonctionne. Et je peux vous dire qu'on a justement, parfois, pas toujours, parfois des affaires d'une complexité technique inimaginable. On gagne ou on perd toujours pour une raison simple. Même si on a un jugement de 550 pages. C'est tout. C'est simple. Et d'ailleurs, moi, des conclusions de 100, 150, 200 pages, on en a. Je fais systématiquement faire une synthèse de ces conclusions qui ne doit pas dépasser 20 à 30 pages maximum. Et moi, je ne donne pas ça au tribunal ou à la cour. Moi, je sais que l'essentiel de ce que je vais soutenir ne doit pas dépasser une page. Voilà. Vous inquiétez pas, on ne gagne pas pour 17 raisons. On ne perd pas pour 36 raisons. C'est toujours tout simple. C'est triste à dire, parce que souvent ça semble être une négation du travail, ça ne l'est pas, au contraire. Et le plus dur, ce n'est pas de faire des conclusions de 300 pages. Ce n'est pas de passer 450 heures à étudier un dossier. D'être capable de comprendre, après l'avoir étudié en le connaissant parfaitement, comment on va trouver le chemin pour arriver à destination. Le chemin pour arriver à destination, est-ce que c'est, quand vous parlez dans votre livre, d'axes gagnants? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ben oui, si vous m'expliquez une affaire, vous venez me confier votre défense. Voilà. Vous êtes accusé de tel fait. Vous m'expliquez ce que vous en avez à dire, c'est vrai, c'est faux, voilà ce qui s'est passé. Moi, sans avoir vu le dossier, je sais comment vous pouvez gagner. Je dois le savoir, je dois le comprendre. Pourquoi et comment vous pouvez gagner? Ça ne veut pas dire que je vais gagner, bien sûr que non, mais quand vous avez un minimum d'expérience, voire même un peu plus qu'un minimum d'expérience, et que vous avez une grande connaissance, qui est le cas de la plupart des avocats, pénalistes, de tous les avocats pénalistes, une grande connaissance de la rhétorique judiciaire, de l'audience, voilà, donc oui, je définis les actes. Bien sûr, si vous êtes poursuivi pour escroquerie, je dois savoir si je vais aller sur l'absence de manœuvre frauduleuse ou l'absence de caractère déterminant des manœuvres. Si je suis un abus de confiance, je vais devoir savoir si je vais devoir définir si on est sur l'absence de détournement ou sur la contestation d'un support qui est susceptible de caractériser un abus de confiance. Idem sur un homicide involontaire, idem, voilà, c'est simple. Et dans les affaires criminelles, c'est encore plus simple. Dans les affaires les plus graves, c'est encore plus simple. Vous savez, c'était à ça que je faisais allusion. J'ai suivi avec passion les procès de peine de mort. Et j'ai vu un documentaire extraordinaire de Badinter, qui était suivi, sur Badinter, pardon. Et il explique comment il a sauvé Patrick Henry de la peine de mort. Et il dit, vous savez, une histoire comme ça, une affaire comme ça vous prend des semaines, des mois avant, vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez qu'à ça. Donc je n'ai cessé de réfléchir. Et vous pensez bien qu'avant lui, d'autres avocats avaient eu l'idée de faire le procès de la peine de mort pour essayer de sauver la tête de leur client. Ça, c'est qu'on ne peut pas dire que ce soit une trouvaille. Il a fait beaucoup mieux que ça. Et regardez ce qu'il dit, et à quel point c'est d'une simplicité évidente, et c'est ça qui lui a donné la clé. Et il dit, mais vous savez, je me suis dit, en fait, une affaire de justice, c'est toujours une affaire entre les jurés et eux-mêmes. Et a fortiori une affaire d'assises et une affaire de peine de mort, c'est ça. Donc, c'est ça qui l'a amené à ce truc absolument génial, qui est tout simple, mais c'est comme toutes les inventions, une fois que... Bon, c'est tout simple. Au lieu de faire le procès de la peine de mort en décrivant, comme le faisaient les grands avocats de l'époque, l'exécution, à coups de formules horribles, enfin,
avec un pouvoir de mise en scène extraordinaire, de sang qui coule, enfin la tête. Il s'est dit, je vais les prendre un par un. Vous, monsieur Dupont, vous serez avec moi le jour où j'irai assister à l'exécution. Un jour, la peine de mort sera abolie. Et vous regarderez vos enfants dans les yeux et ils sauront que leur père, leur mère a voté pour la condamnation à mort d'un homme ou d'une femme. C'est cette simple réflexion. Et c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est moi, par exemple, moi maintenant, parce qu'il y a des limitations de vitesse, mais moi je pouvais passer une partie de la nuit à conduire sur le périphérique pour réfléchir, etc. Et je vous garantis, des dossiers qu'on connaît par cœur, qui font des milliers de pages, eh ben c'est des petites des aides, des idées comme ça auxquelles on pense et qui vous aident à trouver votre place dans le procès et parfois à gagner des procès difficiles. C'est vrai que vous êtes réputé pour synthétiser des dossiers très complexes, et il y a le temps de la plaidoirie, et je me souviens, je crois que c'est pour l'affaire dite Paul Bismuth, vous avez commencé par dire une formule du type « je vais essayer de ne pas être long », résultat, je crois que vous avez plaidé 3 heures. Comment on arrive à être... Je n'ai pas dit « je vais essayer de ne pas être long », j'ai dit le contraire. Non, mais... comment on en arrive à être long ? Non, comment on arrive à être convaincant, même si on plaide pendant 3 heures. Alors déjà, moi, je vais vous dire, ça n'a pas marché du tout dans l'affaire Bismuth, qui est un des plus mauvais souvenirs, enfin le plus mauvais souvenir au niveau du résultat de mes 42, bientôt 43 ans de métier. Mais alors déjà, si vous voulez, c'est compliqué, mais quand vous vous rendez compte, ou quand vous savez que vous avez plaidé longtemps, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je fais une pause. C'est difficile de faire une pause, c'est très difficile de ne pas en faire une. Mais si vous faites une pause, la difficulté, quand vous avez été suivi, c'est de récupérer l'attention de vos interlocuteurs. Donc c'est pas facile. Moi je fais une pause, parce que je considère qu'au-delà d'1h30, 2 heures, mais en réalité on sait que le temps d'attention où la concentration commence inévitablement à diminuer, c'est 50 minutes. Donc quand vous êtes à 1h30, je veux dire, c'est déjà un péché d'orgueil. Voilà, moi je fais une pause et puis après, voyez, je vais vous dire une chose, je pense, vous voyez, vous m'avez en interview, ben voilà, je suis incontestablement bien meilleur à l'audience, sauf si je suis dans un très mauvais jour. Chacun a une place dans la vie, moi c'est là où je suis le moins mauvais. Et je pense que j'ai une capacité, non pas à convaincre suffisante, non, elle n'est jamais suffisante. Je pense que j'ai une capacité à être suivi, à me faire écouter, oui. Ça oui. Parce que j'aime passionnément ce que je fais, je suis très investi, très impliqué. Ça se sent. Vous savez, vous sentez les gens qui sont... qui endossent un costume qui ne leur convient pas. Moi, vraiment, oui, je crois aujourd'hui, comme quand j'avais 20 ans, à mon métier à mort. Trop d'ailleurs, parce que ça me ruine quand je perds. Mais... donc voilà, alors après, l'idéal est de ne pas être long, et de ne pas être trop long, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Là, c'est parce qu'on avait beaucoup de points à évoquer. Quand je dis à évoquer, à développer. On avait beaucoup d'arguments qui en eux-mêmes étaient assez longs ou complexes. Mais la raison pour laquelle on devait gagner ou perdre, elle était très simple. Et on a perdu pour une raison extrêmement simple, sauf qu'elle est provisoire puisqu'on a fait appel. On a perdu parce que, contrairement à ce qu'on a soutenu, le tribunal a retenu les écoutes téléphoniques entre un avocat et son client comme étant un moyen de preuve admissible. Et contrairement à ce qu'on a soutenu, le tribunal a considéré que ces écoutes démontraient à elles seules que, par un faisceau d'indices, il y avait des éléments justifiant les infractions qui étaient poursuivies. C'était tout simple. Donc la longueur d'une plaidoirie n'est en rien en contradiction avec les 2 petites règles que je vous ai indiquées, en rien. Bon, maintenant, j'ai entendu des plaidoiries courtes catastrophiques et j'ai entendu des plaidoiries longues catastrophiques. C'est pas la longueur d'une plaidoirie qui évite le chaos ou le naufrage. Et vous savez, même si j'ai eu l'outrecuidance de vous dire que je pensais avoir la capacité, je pensais savoir susciter l'écoute beaucoup mieux à l'audience que dans n'importe quel autre lieu,
même si j'adore le débat, y compris dans la vie, il est plus fréquent de sortir d'une audience en ayant envie de raser les murs avant le résultat qu'en montrant les muscles. Hein. C'est d'ailleurs qu'on ne montre jamais, mais oui, très rare que je sorte d'une audience en étant satisfait. Je parle là de la plaidoirie, parce que les débats c'est encore plus difficile. En étant satisfait de la plaidoirie que j'ai faite, c'est très rare. Très rare. Et je pense que si c'était plus fréquent, ce serait mauvais signe. On peut pas. C'est une école d'humilité extraordinaire, notre métier. On se moque à juste titre de l'ego des avocats, etc. Bien sûr, mais c'est une école d'humilité extraordinaire parce que vous pouvez passer une partie de votre vie à donner le meilleur de vous-même, parfois d'ailleurs à vous étonner, hein, parce que vous avez fait peut-être mieux que ce que vous auriez imaginé, en perdant. Ça vous remet quand même la tête à l'endroit. Hein. Donc je ne connais pas, si vous voulez, voilà, je l'ai dit souvent parce que ça m'amuse de le dire comme ça, mais il y a un avocat pénaliste qui vieillit en devenant plus con, il faut l'empailler. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est tous des gens qui ont beaucoup d'humour, d'humanité, de recul par rapport à eux-mêmes. Il faut dépasser l'image publique de certains. Hein. On peut avoir l'impression que certains sont des gens ivres d'ego ou de vanité, mais non, c'est un métier merveilleux où vous finissez par comprendre tout, parfois trop, parce que vous êtes face vous avez affaire à une face de la nature humaine qui est toujours surprenante, parfois très inquiétante. Vous comprenez que le passage à l'acte, qu'il soit criminel ou d'ailleurs délinquentiel, eh ben, il tient à très peu de choses et que n'importe qui est capable de faire à peu près n'importe quoi au moins une fois dans sa vie. Et puis vous avez ce métier merveilleux qui consiste à parler pour d'autres, à essayer de leur donner à la fois d'humanité quand c'est le terrain de votre défense ou essayer de démontrer qu'on ne peut pas les condamner. Et très souvent vous vous heurtez à des murs en ayant eu le sentiment d'avoir donné tout ce dont vous étiez capable. Donc après, si vous voulez se prendre pour le roi du monde, il faut être le roi des cons. Donc voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'adore les avocats. J'adore les avocats. Et les meilleurs avocats sont des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, au-delà de l'admiration. Parce que vous savez, on n'a jamais le sentiment d'avoir rejoint en qualité ses aînés. Hein. Je me considère comme un nain par rapport aux avocats que j'ai admirés. Et j'espère mourir en me considérant toujours comme un nain par rapport à eux. Pour revenir à la plaidoirie, est-ce que c'est efficace quand on fait de l'humour en plaidoirie ou c'est à éviter? Vous savez, moi, je parlais des aînés que je respecte. Je me rappelle avoir entendu une formule d'Henri Leclerc quand j'avais 21 ou 22 ans qui avait dit, pas à moi, hein, comme ça à l'encan, il ne donnait pas de leçons, mais comme ça, ouais, quelqu'un lui demandait, c'est quoi pour toi Henri la plaidoirie? Écoute, je crois que la plaidoirie, c'est l'art de la sincérité. Donc, il y a beaucoup de naturel dans la plaidoirie. Moi, je fais beaucoup d'humour, mais dans la vie, j'en fais encore 10 fois plus. Je suis moi-même, donc je rigole, je me moque, je suis taquin, je pense que c'est un atout. Oui, je pense que c'est un atout. Je pense que c'est un atout, mais c'est pas, comment vous dire, c'est pas, vous vous tromperiez si vous pensiez que on se dit, et d'ailleurs ce serait dramatique, tiens, je vais jouer la carte de l'humour, tiens, je vais jouer la carte de l'émotion, tiens, je vais jouer la carte de la raison. Pas du tout. Une bonne défense, c'est une défense naturelle. Alors, il y a des périodes de ma vie, et peut-être que j'en traverse une mauvaise en ce moment, j'en sais rien, ou probablement, parce que vous savez, c'est comme ça, hein, c'est une longue carrière de sportif. Les sportifs ont des carrières de plus en plus longues maintenant, mais enfin, vous êtes avocat, je ne sais pas, de 21 à 75 ans, imaginons que ça puisse m'arriver, que je puisse vivre. C'est quand même 54 ans, ou même 42 ans, et c'est quand même, vous n'êtes pas toujours au même niveau, vous avez des bons moments, des moins bons moments, des périodes... Puis vous êtes bien, vous êtes mal, vous êtes malheureux, vous êtes heureux dans votre vie, vous êtes équilibré, vous êtes déséquilibré, etc. La santé, ça compte énormément, etc. Mais c'est vraiment l'art de la simplicité et du naturel. Voilà, il faut être soi-même. Le plus difficile en plaidant, c'est d'être soi-même. Moi, je déteste, croyez-moi, je suis un très bon client pour l'éloquence, mais l'éloquence pour l'éloquence, mais c'est à mourir d'ennui. Je déteste les avocats pédants, c'est grotesque. Il n'y a plus de péroraison, ça n'existe plus. Et ceux qui en faisaient à l'époque, attendez, il faut voir, le style était très pompier, etc. Mais il n'y
avait des gens d'une dimension, c'était lié à l'époque, d'une dimension qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a Mauro Diaferri, Pollack, c'est pas possible. Même Dupond-Moretti, qui à mon avis c'était vraiment l'avocat d'assises dans la tradition des plus grands, avec quelque chose d'un peu différent que ça. C'est un type qui était extraordinairement présent pendant les débats, mais ses plaidoiries, c'était des plaidoiries simples, contrairement à ce que j'ai mis. D'ailleurs courtes, sans effet. C'est pas vrai. Ah oui, alors à la barre, etc. Mais d'accord, mais non, il faut être soi-même. Vous voyez, par exemple, voilà, moi, je peux vous dire si j'ai une qualité, après j'ai un maximum de défauts dont je suis conscient, mais je pourrais vous énumérer, mais c'est pas pour autant que je les ai d'ailleurs gommés. Mais voilà, moi, si j'ai une qualité, c'est que je suis naturel. Et dans la vie, j'en fais beaucoup, parfois trop, mais voilà, si à la barre j'en fais trop, c'est pas que je force, c'est que je suis comme ça. Si j'utilise l'humour, c'est pas que j'y pense, c'est que je suis comme ça. Et dans la vie, je suis quasiment jamais, enfin pas dans notre interview, jamais au premier degré. Alors après, je ne vais pas me psychanalyser. Pourquoi? J'en sais rien. Probablement, je ne sais pas. Mais donc, moi, je déteste les gens qui sont au premier degré. Alors évidemment, en plaidant ou en défendant, faut être totalement engagé. Hein. Donc il ne s'agit pas d'être... voilà. Mais par contre, si vous n'êtes pas capable... Mais vous savez, la cour d'assises, c'est un peu particulier. Mais vous savez... Vous ne pouvez pas imaginer comme il peut nous arriver parfois de rire entre nous. Il y a place pour l'humour, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est une arme, mais ce n'est pas une arme qu'on utilise sciemment. Je crois que vous écrivez dans votre livre qu'il ne faut pas sortir d'arguments auxquels vous ne croyez pas, voire d'arguments mensongers. Jamais je le fais. Alors ça nous emmène encore sur des terrains compliqués, parce que si vous voulez, l'avocat peut défendre une thèse qui n'est pas celle de la vérité. C'est vrai, ça peut arriver, évidemment. Qu'il le sache ou pas, ça c'est encore un autre problème. Mais en revanche, je pense qu'un avocat ne doit jamais utiliser un argument auquel il ne croit pas. Et moi, je vais vous dire, ça c'est un exercice qui intellectuellement est d'ailleurs passionnant. Moi, je soutiens jamais quelque chose auquel je ne crois pas. Jamais. Jamais. Alors, ce qui est fantastique, c'est que l'addition des arguments auxquels vous croyez peut arriver à une décision qui n'est pas la vérité. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la vérité judiciaire, c'est le respect des règles de droit et des règles de preuve. Mais, ah oui, alors ça, je suis absolument formel. Non, et je déteste d'ailleurs ça se voit, vous entendez, il faut pas soutenir des choses auxquelles on ne croit pas, faut pas. Et pour la défense médiatique, vous dites aussi mieux vaut choisir le silence, c'est toujours vrai? C'est pas une règle absolue, mais si vous voulez, je pense que la défense médiatique, c'est un sujet là, comme le secret, qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, travaillé. Quand je dis travaillé, j'ai étudié des... Voilà, je pense que la défense médiatique est rarement gagnante, voilà, et qu'elle n'a de sens véritable que quand vous êtes en position d'attaquer ou de vous victimiser. Mais malheureusement, si vous voulez, moi je préfère jouer le droit, l'application du droit, la justice contre les médias très souvent, parce que si vous avez quelqu'un qui fait l'objet d'une stigmatisation absolue dans les médias, c'est pratiquement le cas de toutes les affaires médiatiques. Moi je suis toujours du mauvais côté du monde dans l'affaire médiatique. Bon. Vous allez dire « Ah, attendez, vous savez, c'est pas si simple, il y a peut-être un doute. » Ça emmerde tout le monde médiatiquement. Ce que veulent les médias et ce que veut le public, c'est qu'on dit « Ouais, c'est dégueulasse, c'est honteux. » Ou alors, voilà la preuve qui est innocente. Mais vous avez quand la preuve qui démontre l'innocence? C'est quasiment d'ailleurs une preuve quasi impossible, sauf dans des cas très particuliers à rapporter. Donc très souvent... il vaut mieux attendre un rebond ou jouer, si le rebond n'intervient pas, la justice, l'application du droit contre les médias. Parce qu'on a un double phénomène qui est contradictoire. Un, les juges sont des hommes, des femmes comme tout le monde. Donc évidemment que le préjugement médiatique pèse sur eux, oui. Mais ce sont des gens, et ça c'est leur grande vertu, tellement conscients de leur responsabilité et jaloux de leur indépendance, qu'ils n'aiment pas qu'on leur dicte leur loi. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire, et ils ont raison. Et parfois, on obtient des résultats extraordinaires dans des affaires où médiatiquement on a perdu. L'inverse peut être vrai. La défense médiatique, pour moi, elle a un sens quand vous défendez un objectif qui n'est pas que le procès ou le processus judiciaire. Mais bon, franchement, je serais prétentieux et idiot à vous dire que j'ai des théories sur ce sujet. J'ai des idées, j'ai une pratique, mais...
Et vous écrivez à la fin de votre livre « Je rêve que l'on me confie une affaire médiatique où j'ai le vent dans le dos car je n'ai jamais connu ça ». C'était un peu pour me moquer de moi-même. D'ailleurs, c'est une phrase qui m'a été reprochée par tous les gens qui travaillent avec moi. Ils me disent « Pourquoi vous avez dit ça? En plus, c'est tellement faux. » Non, je vous assure que c'est vrai parce que si vous voulez, je m'aperçois que pratiquement toujours dans les affaires médiatiques, je suis, enfin bon, attendez, j'ai jamais fait l'objet d'ostracisme ou j'ai jamais été, mais bon, quand je défends les laboratoires Servier, et Dieu sait que j'ai eu raison de les défendre et que je continue, oh, comment tu peux défendre ça, Polanski maintenant, enfin ces affaires, bon. Bref, passons. Oui, j'ai pas, comment vous dire, bon, d'abord, je n'ai pas la notoriété ni le profil de Vergès, bien sûr que non, mais je ne suis pas l'avocat du diable du tout. Je n'ai pas un goût absolu pour la provocation. J'aimerais bien, ça ferait de moi quelqu'un de plus original. Et c'est vrai que j'adorerais me dire, oh, tiens, ah ouais, vas-y, c'est super, que c'est dégueulasse. Là, par exemple, en ce moment, je défends Bernard Tapie, il a acquis une popularité absolument, à nouveau, absolument délirante. Les gens me disent, ouais, c'est bon. Et ben, qu'est-ce que vous voulez? Alors, le pire, c'est que je ne vais même pas plaider pour lui. Ouais, je trouve ça sympathique, vous voyez, je me dis, tiens. Non, je veux dire, j'ai pas. Ça, c'était un peu pour me moquer de moi-même. Je n'ai pas une passion immodérée pour le vice contre la vertu, pour le mal contre le bien. Non. Mais évidemment, est-ce que le bien a besoin d'être défendu? Est-ce que la vertu a besoin d'un avocat? C'est ça le problème. Je crois que vous avez 64 ans. Henri Leclerc a enlevé la robe à 87 ans. On va dire qu'il va peut-être vous rester 23 années d'exercice. Enfin, déjà, s'il me reste 23 ans de vie, je serais très heureux. J'ai aucune idée. J'espère que, pour être très franc, il y a un moment où j'ai compris que je mourrais avocat, que je ne ferais jamais rien d'autre. Bon, c'était pas toujours. Voilà, j'ai toujours une passion. Je ne sais jamais. Vous voyez, par exemple, quand Badinter est devenu garde des Sceaux, j'avais 24 ans ou 23 ans. C'est pour ça que je comprends Éric Dupond-Moretti d'avoir cédé à cette proposition, parce que c'était une sorte. Badinter a été pour tous les avocats de ma génération, et Éric est un petit peu plus jeune, mais il est de la même génération, une sorte de modèle extraordinaire qui a tué le métier. L'avocat qui lutte contre la peine de mort, qui sauve toutes les têtes après la première, malheureusement, celle de Bontemps, et qui abolit la peine de mort, qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Donc voilà, on peut se dire que la vie peut vous réserver des surprises, mais moi j'ai compris à un moment que c'était trop fort pour moi, que voilà, je n'essaierai pas de faire des affaires, de gagner de l'argent ailleurs, d'avoir de chercher des responsabilités politiques, le pouvoir, ou même simplement une intervention des métiers médiatiques, parce que c'est où j'ai eu des tas de propositions qui étaient un peu de cet ordre. Trop fort pour moi. Imaginez que pendant que je ferais autre chose, mes copains, à l'époque, c'était vraiment tellement sympa, iraient rigoler à la buvette des avocats après avoir plaidé. Non, je pouvais pas. Voilà, je pouvais pas. Donc j'ai compris que voilà, c'était ma vocation, et je pense que quand on est avocat, il faut comprendre qu'il ne faut pas vouloir être plus qu'un avocat. Pendant que vous l'êtes, hein, on peut après en sortir. Hein. Voilà, il faut accepter. Parce qu'en fait, un avocat, c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Il ne faut pas vouloir, il ne faut pas le chercher. Voilà, enfin c'est ma conception des choses. Donc, 1, je serai avocat jusqu'à la fin de mes jours. 2, Henri Leclerc est un modèle extraordinaire. Non, j'espère faire autrement. Pourquoi? Pas du tout pour prendre son contre-pied, mais parce que j'espère plaider jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, non, j'espère plaider jusqu'au moment où j'aurai le sentiment que je ne fais pas le combattre trop. Pour l'instant, j'en suis loin, mais il y a un moment, vous pouvez perdre un tout petit peu de motivation, un peu de santé, un peu de flamme. Et c'est un métier qui est tellement compliqué, où on doute tellement de soi. Si en plus on doute de ses capacités, faut pas le faire. Mais surtout, moi, si j'ai réussi une chose, je n'aurais pas réussi deux professionnellement, c'est le cabinet que j'ai développé. J'ai une équipe qui va de la plus âgée, Corinne Dreyfus-Schmidt, aux plus jeunes qui ont 24 ans, que j'adore, des associés extraordinaires, et j'espère être chef d'équipe jusqu'à la fin de mes jours, développer mon cabinet et lui donner
le plus grand rayonnement possible et surtout la meilleure qualité qui soit. Voilà, moi, voilà, j'espère, voilà, je plaiderai jusqu'au jour où je serai en capacité de le faire. Mais je ne crois pas comme l'a fait Henri Leclerc, pour qui j'ai... Et je vais vous dire une chose, hein, je n'ai pas entendu sa dernière plaidoirie, parce que malheureusement, je ne pouvais pas y plaider pour l'ordre, mais j'ai entendu son avant-dernière. Eh bien, je peux vous dire... Alors en plus, comme il a des problèmes de vue, il ne peut même plus écrire un mot. Il n'y avait pas une note. C'est extraordinaire, hein. Attention, hein. Moi, je l'ai entendu plaider à 87 ans ou 86 ans et demi. Non, mais formidable. Je pense que je n'en aurai pas la capacité et j'espère ne pas en avoir l'envie. Mais on va de déception en déception. Et pour conclure cet entretien, quels sont vos derniers conseils aux étudiants qui regarderont cet entretien et qui se diront je vais être avocat, je vais faire du pénal? Ben, c'est surtout de ne pas changer d'avis. C'est un métier exceptionnel. Et la réalité du métier est meilleure que ce qu'on peut en imaginer. Plus belle. C'est un grand métier, avec des règles, avec une grande noblesse. Très grande noblesse. C'est un très grand métier. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers qui soit. J'ai toujours dit que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est un très grand métier. Faites-le. Voilà.